Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Actu RC Lens. Alors Actu Mercato, c'est très calme et j'expliquerai un petit peu pourquoi. On va parler un petit peu de tout ce qu'il y a autour de ce Mercato très silencieux pour le moment. On va parler de Mathieu Hudol puisqu'on a eu des précisions des précisions du Républicain Lorrain, pardon, qui nous donne une petite voie de direction par rapport à cette piste. Et puis on parlera aussi un petit peu de l'environnement du club qui fait qu'aujourd'hui le mercato est un petit peu au ralenti et c'est pas forcément une très bonne chose par rapport à ce qui s'est passé en amont. J'en avais déjà parlé dans la vidéo et voilà, on va parler un petit peu de ça. Petit aparté, merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. C'est vachement sympa et voilà, on est là, on est entre couilles et on se fait plaisir. Voilà, les autres, ben, ils aiment pas. C'est pas moi qui vais leur faire changer d'avis. Mais en tout cas, merci pour vos messages de soutien, ça fait plaisir. Merci les gars et merci pour ceux qui se reconnaîtront, qui sont d'un très grand soutien et avec qui il y a beaucoup de partage. Voilà, ils savent très bien de qui je parle et je leur envoie un grand salut de camarades. On va donc démarrer par le mercato. C'est parti donc pour le mercato. On va parler donc de Mathieu Hudol. Un article du Républicain est sorti, Républicain Lorrain, qui précise donc que il y a un accord contractuel entre Mathieu Hudol et le Racing Club de Lens. Ça s'est fait assez vite. Le joueur souhaite changer d'air. Il a fait toute sa carrière à Metz, sauf 6 mois en prêt à Serein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment un enfant du club. C'est un joueur de club, clairement. Et donc, il se rapproche très fortement du RC Lens. Malheureusement, il y a toujours un hic dans les négociations mercato, c'est le prix voulu par le FC Metz à hauteur de 5 millions d'euros. C'est énorme pour un joueur d'un seul club, un bon joueur de Ligue 2, je dis pas le contraire, mais il n'a jamais rien vraiment prouvé en Ligue 1. Il a explosé cette saison en faisant une très bonne saison. Je peux comprendre les supporters messins de vouloir le voir partir, mais avec une grosse somme on va dire de remerciements et qui pourraient atténuer leur peine, mais moi je trouve que 5 millions d'euros c'est très cher. L'offre apparemment de base ça a été de 3,5 millions d'euros de la part du Racing Club de Lens. Ça me paraît plutôt honnête, entre 3 et 4 millions d'euros maxi. 5 millions ça me paraît déjà 1 million de plus, 1 million de trop. À voir, voilà. Mais en tout cas, ça envoie le message que Mathieu Hudol, c'est pas un piston. Voilà. C'est un latéral gauche qui peut dépanner en axial gauche, mais j'ai du mal à voir Pierre Sage faire de la science avec des joueurs qui sont pas forcément à l'aise sur un poste. Pour moi, c'est un mec qui doit jouer à gauche dans une défense à 4, ça peut envoyer ce signe-là. En tout cas, il a fait une superbe saison. Hein. Il a été incroyable dans la montée du FC Metz en Ligue 1. Il en a une très grande part de responsabilité et tant mieux parce que c'est un mec attaché à son club et il l'a aidé en le faisant monter. Il a été très décisif lors des matchs de barrage. Maintenant, faut voir en Ligue 1, dans un objectif top 8, c'est toujours pareil. Dire à un joueur, il fait une super saison, oui, en Ligue 2, avec Metz. Là, notre ambition, c'est top 8. Il faut mettre tout ça en parallèle. Et du coup, pour moi, 5 millions d'euros, c'est très cher, quoi. Très cher. Jurisprudence Guy Lavogui, jurisprudence le Cardinal qu'on a surpayé, qui n'était pas au niveau, alors qu'il performait dans des clubs qui était très proche de monter. Je parle du PFC à l'époque, qui avait quand même une grosse équipe en Ligue 2, mais une grosse équipe en Ligue 2 pour un top 8 Ligue 1, mais c'est pas la même histoire. Voilà, il faut clairement le dire. Hein. Donc voilà un petit peu pour Mathieu Hudol à suivre. Alors, le reste, c'est un énorme calme plat, même si on entend par-ci par-là des bribes ou des délires un peu pour certains. Mais en tout cas, c'est très calme. Alors pourquoi c'est calme ce mercato? Pour plusieurs raisons. La première raison, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est que le changement le changement de direction a ralenti ce mercato
En plus de ça, Pierre Sage arrive. Et donc tout ce mercato-là est pas remis en question, mais est remise, on va dire, en étude. Le problème, c'est que quand tu fais ça, bah, tu ralentis ton mercato puisque tout ce que tu as conclu avec les joueurs est en stand-by. Sauf que les joueurs, ils ont une carrière, eux, à gérer. Qu'un mec, par exemple, comme Perrin, bah, il va pas attendre Lens pendant 20 000 ans, surtout qu'il y a le PFC qui toque à la porte et Rennes, semblerait-il, c'est ce qu'on m'a dit, et que du coup, le joueur, bah, il prête quand même une oreille attentive à d'autres solutions si ça vient à foirer. Le souci, c'est que le PFC est un adversaire très coriace en termes de négociation. Ils vont faire Moses Simon, le joueur de Nantes, entre 5 et 6,5 millions d'euros et un salaire à plus de 300 000, je crois, entre 200 et 300 000. On n'est absolument pas dans la même cour. Ce qui veut dire que si le PFC veut lorgner sur des joueurs de notre calibre, c'est-à-dire top 8 de Ligue 1, ils vont nous bouffer tout cru. Le problème, c'est que du coup, quand tu tergiverses ou quand tu prends un peu de temps parce que tu revois les choses, tu réétudies les choses, ben, ces pistes-là deviennent de moins en moins prégnante parce que les joueurs se détournent du projet pour aller sur un autre projet parce qu'ils veulent pas attendre. Ils ont la pression souvent de leur famille, aussi de leurs agents qui veulent pas trop perdre de temps et se retrouver avec un deal où ils seraient un petit peu en difficulté parce que ils perdraient un peu de sous. La famille, souvent les enfants, etc. Il y a l'inscription scolaire, faut pas trop traîner, faut savoir où c'est qu'on s'en va. Voilà, parce que quand on quitte un club, on va changer de région. Donc il y a des obligations familiales, donc tout ça rentre en compte. Donc ça, déjà, ça peut commencer à mettre un peu de grain de sable dans les rouages du mercato. La deuxième chose, c'est une chose, voilà, je fais coucou aux camarades, parce que j'avais eu un peu les mêmes infos, et puis on en a parlé en DM, petit coucou à Chuck, petit clin d'œil, on en avait parlé, on a eu les mêmes un peu retours, c'est que le mercato est dépendant de prise de décision de l'actionnaire majoritaire Joseph Ougourlian et les droits TV sont tellement flous sur le temps long que il a été décidé, semblerait-il, hein, on a les mêmes sons de cloche, voilà, on est encore une fois sur du conditionnel parce qu'on peut pas être sûr à 100% de ce qu'on avance, mais les retours qu'on a sont les mêmes et souvent on est sur les mêmes longueurs d'onde. Et puis j'ai eu plusieurs sons de cloche similaires par rapport à ce que m'a dit le camarade. Joseph Ougourlian a fait un plan sur 2 ans. Un plan oh la vache, je vais pas réussir à le dire. Biennal. Oh, dur à dire. Sur un plan biennal, ce qui entraîne en fait une problématique financière. En fait, il faut savoir que tout ce qui a été vendu cet hiver, il y avait un bonus, sauf que les droits TV aujourd'hui n'existent pas et que s'il y a une mise en place d'une chaîne LFP, elle va pas ramener des sous tout de suite. Ce qui veut dire que la DNCG a demandé au club de ne pas compter les droits TV pour la saison prochaine. Joseph Ougourlian anticipe la même décision pour l'année d'après. Ce qui veut dire que en fait les sous-bonus, ça sera même pas suffisant pour équilibrer le club sur la saison prochaine, donc il faudra encore vendre, et il faudra aussi prévoir de vendre pour la saison d'après pour rééquilibrer sans droit TV. C'est ça qui a été décidé. Donc en fait, le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il ne te reste plus que 3 joueurs bankable, Medina, Diouf et El Ainaoui, à vendre sur 2 ans. Donc pour El Ainaoui, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en me renseignant un petit peu, on s'oriente quand même clairement sur un départ. Alors le projet Lensois en lui-même apparemment ne le satisferait pas, surtout qu'il a pas mal de clubs européens ou avec des projets beaucoup plus huppés qui viennent au renseignement, et donc l'idée de prolonger à Lens et d'épouser le projet Lensois en cours n'a pas l'air de satisfaire ni lui ni son entourage, donc il y a de grandes chances de le voir partir. Et dans cette optique-là, le club se rapprocherait d'un milieu de terrain montpelliérain. Alors, j'avais vu que sur Twitter, l'info, c'était que Lens s'intéressait à un montpelliérain. J'ai un petit peu creusé, alors de sources montpelliéraines assez proches du club, pour être sincère, et puis des confirmations de mes camarades de d'habitude. Le Montpellierin en question, c'est un milieu de terrain et c'est Joris Chotard. Alors du coup, c'est en anticipation du départ d'El Ainaoui. Alors Joris Chotard, j'ai vu apparemment qu'il serait estimé à 3 millions par le club de Montpellier. Moi, je trouve ça assez faible.
Moi, d'après ce que m'a dit la personne très proche de Montpellier, et cetera, qui suit beaucoup le club, les Montpelliérains s'attendent à ce que le prix flambe. On parle quand même d'un U21 très talentueux, qui est titulaire la plupart du temps en équipe de France, qui a fait des plutôt bonnes choses avec Montpellier, même si cette saison ça a été plus compliqué, mais ça a été compliqué pour tout le monde. Donc il faut se rendre compte que du coup, Chotard, ça sera plus 5-6 millions d'euros. Si on le fait à 3 millions, pour moi, c'est un sacré hold-up. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce qu'il en est pour Joris Chotard. Alors, je voulais juste rajouter aussi un mot par rapport aux joueurs lensois pour Djoumaba. Alors, les retours qu'on en a, notamment de Fabrizio Romano, mais moi aussi j'ai des retours, c'est que le prêt à Lens serait compliqué quand même. Parce que ça s'est pas forcément bien passé avec Will Steele et la gestion du joueur a déplu à City et aux agents du jeune joueur Sierra Leone. Et ce qu'il en est aujourd'hui, c'est qu'il serait reprêté, mais pas forcément à Lens. Ce qui n'est pas non plus, c'est que Diego Lopez n'est pas là et que c'était lui qui négociait assez bien avec le board de Citizens. Aujourd'hui, l'ECA, il n'a pas les capacités vraiment de bien négocier à l'international. Je ne suis pas certain qu'on arrive à le récupérer. Ça va beaucoup changer les choses parce que du coup, si t'as pas de Djoumaba, tu as toute une défense à refaire. Je sais pas. On va voir un peu comment ça va se goupiller, mais tu perds Medina et Djoumaba, il te reste plus que Grady, Selic et Sarr. C'est quand même assez léger. Même si Selic, j'attends de voir parce que je suis persuadé que le bonhomme est capable de faire de bonnes choses. Mais voilà, je suis pas certain qu'on revoie Djoumaba sous le maillot lensois. Je l'aimerais, hein, personnellement. Mais la gestion a été catastrophique cet hiver. Il aurait dû jouer bien plus de matchs. Il aurait surtout dû être préservé après sa première commotion. Il aurait dû être bien mieux géré tout court, comme d'autres recrues d'ailleurs par Will Steele. Et voilà, malheureusement, quand tu gères mal un joueur, t'es pas sûr de le récupérer. Donc compliqué. Compliqué pour voir Djoumaba repartir à Lens. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur certains joueurs lensois. Et en même temps, il y a une obligation de recrutement de U21, U23, de joueurs de moins de 24 ans, parce que leur valeur est une valeur qu'on dit montante, parce que comme ils sont jeunes, leur valeur ne fait qu'augmenter. Un joueur de 25 ans, sa valeur peut augmenter jusqu'à 27 ans, mais elle peut baisser très vite après. Pour un jeune de 23 ans, sa cote ne fait qu'augmenter, à part si c'est un flop, mais en tout cas, c'est à peu près le calcul en général de la gestion des joueurs. Donc ce qui se passe, c'est que Joseph Vaugourlian aimerait orienter son mercato sur des joueurs à haute valeur ajoutée en termes financiers sur 2 ans, c'est-à-dire des joueurs que tu achètes maintenant et qui seront revendables à un bon prix dans 2 ans, mais en attendant, il faut vendre tous les bankable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Medina est sur une très grande pente pour partir. Le club en veut 25 millions et pas 17 parce que en dessous de 20 millions d'euros, ils sont perdants sur leur budget. Donc c'est au moins 20, c'est entre 20 et 25 pour équilibrer le budget. Et ils voudraient vendre soit Diouf, soit El Ainaoui pour avoir un des deux à vendre l'année prochaine. Parce que ça soit Diouf ou El Ainaoui, s'ils font une saison extraordinaire, l'été prochain, ils vaudront largement de quoi équilibrer les comptes. C'est ce qui a été un peu calculé par la direction et l'actionnaire. En attendant, il y a aussi le fait que si tu n'arrives pas à vendre, il va falloir dégraisser à mort, et il faut aussi dégraisser à mort pour que le groupe ne soit pas énorme. Aujourd'hui, il y a environ 28 à 30 joueurs sous contrat, c'est trop gros. Moi, les retours que j'ai, je l'ai déjà dit, c'est que Pierre Sage veut un groupe d'environ 24-25 joueurs. Pour pouvoir avoir des recrues et un groupe à 24-25 joueurs, faut au moins en vendre une petite dizaine, voire même plus si tu n'arrives pas à vendre tes joueurs bankable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, ça ralentit ce mercato. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de vendre pour acheter, mais pour pouvoir acheter, il faut vendre pour pouvoir ne pas se retrouver hors délai niveau des NCG, c'est-à-dire hors budget, et hors masse de joueurs au niveau groupe sportif. Faut savoir que ces engagements-là, qui semblent avoir été tenus à la DNCG, engagent le club. C'est-à-dire que si le club n'a pas réussi à bien vendre cet été, on pourrait, comme l'hiver dernier, on l'a bien avancé, on pourrait être sanctionné à l'hiver. C'est pour ça qu'il y a plein de clubs aujourd'hui qui ne veulent pas acheter de joueurs, qu'il y aura très peu de mouvements, ça je peux vous le dire parce que de manière personnelle je le ressens. Voilà, pour en discuter et puis par rapport à moi je le ressens. Il y a très peu de mouvements, ça va être très compliqué.
à part pour les clubs européens qui ont touché le CVC, la plupart des clubs vont très peu acheter et vont surtout vendre. Et tablent beaucoup sur des prêts plutôt que sur des achats. Alors Lens a le cul entre deux chaises, eux ils pourraient acheter, mais le problème c'est qu'il faut vendre pour pouvoir équilibrer le budget et pour pouvoir équilibrer le groupe. Sinon, ils risquent de se faire sanctionner par la DNCG cet hiver d'une interdiction de recrutement et d'un encadrement de la masse salariale. Voilà, moi c'est les retours que j'ai. Je suis pas le seul à les avoir, et donc du coup je suis assez confiant là-dessus, et c'est un peu ça qui explique le calme qui a lieu lors de ce mercato. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de vente. Voilà, alors on est en attente de plusieurs prolongations, notamment Machado. Alors Florence Otoka, c'est une info foot mercato. Bon, enfin c'est une info, il n'y a pas d'info, hein, il est en vacances, donc on verra plus tard. C'est ça l'info. Mais moi ce que je sais aujourd'hui, ça je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le redis, le joueur attend de voir les offres qu'il va avoir d'autres clubs pour comparer le salaire qu'il aura avec le lissage de prolongation et le salaire qu'on pourrait lui proposer dans un autre challenge, dans un autre club. Voilà, donc ça s'appelle de la temporisation. Le fait que Moses Simon pourrait partir de Nantes au PFC va peut-être entraîner un jeu de chaise musicale. Nantes est très intéressé par Florence Otoka. Il y a aussi la perspective d'aider Montpellier. Mais là, le problème, c'est qu'au niveau du salaire, c'est la galère. Mais en tout cas, voilà, le joueur est en stand-by. Il n'est pas pressé de prolonger parce qu'il a encore une année de contrat à 110 000 balles. Donc, il en a rien à foutre. Et donc, il attend de voir. Maintenant, sportivement parlant, moi, je vais vous donner mon avis. Pour moi, Pierre Sage, il veut renforcer à tous les postes, à part au milieu de terrain défensif, hein, ce que j'appelle le milieu de terrain de sentinelle, ce qui veut dire qu'il veut un mec à droite. Si tu prends un mec à droite, il est forcément de bon niveau, hein, si Pierre Sage est exigeant, ça veut dire que en Sotoka, il sera sur le banc. Donc ça veut dire que si tu n'arrives pas à le lycée, qu'il reste un an, bah, il est sur le banc à 110 000, très compliqué pour recruter des mecs à 70 000. Si tu le prolonges pour lisser son salaire, bah, t'as un mec sur le banc qui va ronger son frein. Donc moi je suis pas très convaincu par le fait de le prolonger. Le seul intérêt, c'est un intérêt financier, c'est de lisser son salaire et de baisser son salaire et permettre de fluidifier la masse salariale et de la baisser. Sportivement, ça n'a aucun intérêt. C'est un joueur qui a 35 ans, qui va pas aller remonter physiquement comme un fou. Il y a que Cristiano Ronaldo, je l'ai déjà dit, et quelques grandes stars du football qui à 35 ans sont encore au niveau d'un joueur assez bon de 28 ans, voire même très bon de 28 ans. Florence Oteca, c'est pas Cristiano Ronaldo. Moi, je pense pas qu'il va récupérer un physique de sa pleine jeunesse, et je pense pour moi que avec un attaquant droit ou un milieu de terrain offensif droit qui tient la route, il verra jamais le jour. Quoi. Ça sera très compliqué. Après, en fin de match, 10 minutes pour venir défendre comme un chien, il a quand même encore une belle qualité de centre, ça peut servir. Mais pour moi, en titulaire, pour un objectif top 8, pour moi, c'est plus haut niveau. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je pense par rapport à ça. Donc on attendra de voir. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de Saïd, de Fujini. Ces joueurs-là, pour moi, ils sont non de grata dans l'effectif. Faut les vendre. Bon, moi j'attends de voir pour Fujini parce que faut trouver le pigeon pour l'acheter. Hein, parce que sincèrement, faut vraiment pas avoir suivi ces saisons pour mettre un billet dessus. Moi, je pense qu'on va pas le vendre très cher. Maintenant, il est là depuis 2 ans, je crois. On l'a acheté 7 millions d'euros. Bon, si t'arrives à le vendre 4 millions d'euros et économiser son gros salaire, je pense que tu peux quand même t'en sortir. Après, si on le vend 3 millions d'euros, bon, on le vend 3 millions, hein, c'est pas grave. Hein, tant qu'on se libère de son salaire et de son talent, ça sera très bien. Voilà un petit peu pour les actualités mercato. Il n'y a pas grand chose, hein, on va pas non plus broder des trucs. Voilà, après si j'ai des infos scouting, je les partagerai. Pour l'instant, la dernière, c'était les attaquants. Voilà, alors bien sûr, je le répète encore une fois, parce que on va dire que c'est un gag. C'est un fil rouge, un gag fil rouge, mais on parle de scouting, donc c'est-à-dire de liste de joueurs suivis par le club. Hein. Donc là, moi, j'ai aucune certitude que les joueurs suivis par le club signent. Il peut y en avoir un qui déboule d'un coup, une opportunité, donc voilà. Mais c'est des joueurs qui sont quand même fortement suivis. Alors, pour ce qui est de Luis Monteanu, il semblerait que Cluj ait fixé le prix aujourd'hui à 10 millions d'euros. Bon, bah,
Voilà. Mais il n'était pas à 10 millions d'euros il y a quelques semaines, hein. Ouais, pour en avoir parlé avec une personne qui sait qu'il était bien suivi par le club, c'était un joueur à 4-5 millions d'euros, il y avait moyen de l'engager. Aujourd'hui, il y a une paire de clubs qui commencent à toquer à la porte. Bah, le prix a doublé, hein. Surtout que ce joueur-là était plutôt bon. Donc voilà, donc on verra bien ce qui va se passer, mais de toute façon, ils ont besoin d'un neuf, il n'y en a pas, il n'y a que Kouyalicou. C'est trop compliqué de jouer qu'avec Kouyalicou sur une saison. Donc voilà, même si Capuano pourrait faire la Ruta, c'est quand même compliqué. Voilà, au Capuano, il peut venir gratter du temps de jeu, rentrer, machin. Bon, bref, il y a moyen de faire des choses. Il pourrait avoir du temps de jeu, mais il peut pas être numéro 2 derrière Kouyalicou. C'est trop léger, quoi. C'est trop jeune, ça manque d'expérience. Donc voilà, faut un attaquant. Avec Kouyalicou, ça fait 2 mecs sur un poste. C'est très bien, en sachant que Kouyalicou peut aussi jouer un peu à droite sur un côté. Il est capable de le faire, puisqu'il l'a déjà fait dans sa jeunesse. Et puis Capuano, un peu tourné sur le front de l'attaque, en sachant que c'est plutôt un attaquant de pointe, mais il peut aussi jouer à droite, il est en capacité de dribbler, de percuter, même si c'est pas son point fort. Voilà. Mais en tout cas, c'est un joueur capable de créer des choses, mais aussi de les mettre au fond, c'est un sacré buteur. Voilà, il l'a montré en N3, pour moi j'espère. Ou si c'est un prêt, il faut qu'il le prolonge, quoi, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ces quelques premiers jours de mercato. On verra un petit peu ce qui se passe, mais de toute façon, sur les 15 jours qui vont venir, il va y avoir des nouvelles, parce que sinon c'est trop tard. Après, il reste plus qu'une semaine, c'est la reprise. Je crois que c'est le 28, la reprise. Je dis une bêtise peut-être. Je crois que c'est le 28 ou non, je sais plus, le 27. Je sais plus, c'est dans ces eaux-là. Je crois que c'est entre le 27 et le 28. Vous me direz dans les commentaires, mais c'est fin juin, je crois. Je crois pas que c'est. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être entre le 26 et le 27 juin, un truc comme ça. Enfin bref, vous voyez bien, s'il n'y a rien qui arrive là, c'est quand même assez compliqué pour un coach de démarrer ta reprise sans recrue, quoi. Voilà, j'ai du mal à le croire, je pense que ça va s'accélérer, mais pour l'instant, c'est en stand-by. Je pense qu'on aura plus de nouvelles des ventes que des arrivées, même si Mathieu Hudol, ça pourrait très vite se décoincer, mais 5 millions, c'est beaucoup pour moi. Voilà un petit peu. On va passer donc à la conclusion et à la projection. Alors pour conclure cette vidéo, donc Mathieu Hudol, d'accord avec le club, en cours de dialogue entre les deux clubs, 5 millions d'euros ça me paraît très cher. Un mercato qui est plutôt au ralenti parce qu'on attend plus de ventes pour le moment que de faire rentrer des joueurs avec des objectifs financiers qui sont réglés sur 2 ans, hein, avec une DNCG qui sera à l'écoute et qui regardera attentivement ce qui sera fait cet été au niveau des ventes. On espère un Medina à 25 millions côté club. Bon, je pense que Marseille ne mettront pas 25 millions sur Medina, à moins que ça se goupille. Après, on verra bien, mais ça sera peut-être 20 plus 5 de millions atteignables. On verra à ce moment-là, mais Marseille a pas l'air d'être très motivé pour mettre au moins 20 millions d'euros sur le joueur. On verra. Pour moi, il vaut 25. Après, au-dessus, c'est du bonus, mais pour moi, 25 millions, c'est sa valeur. Voilà. International argentin, joueur qui a performé très bien en Ligue 1, des meilleurs arrière-gauche de Ligue 1, voire même à un moment donné d'Europe. Je pense que 25 millions, c'est un juste prix, parce qu'il a fait une saison un peu moins exceptionnelle que celle d'avant, mais enfin, il a quand même été plutôt régulier, même s'il a eu beaucoup de critiques. Mais voilà, après, au-dessus, on prend. Plus on gagne, mieux c'est. Et puis voilà, on attendra de voir qui va venir en attaque et qui va être recruté dans les jours à venir, mais voilà, le club est pour l'instant dans plutôt une phase de stand-by, de ralentissement, et on verra si ça ne sera pas préjudiciable au niveau du mercato. Alors, pour conclure, je voudrais saluer la prolongation de la coach de la féminine, de la section féminine, Sarah Mbarek, qui va prolonger, et c'est mérité, tellement elle a fait de boulot depuis qu'elle est arrivée, puis c'est une combattante, par rapport à sa situation personnelle, elle mérite de prolonger pour vivre cette saison en Ligue 1 féminine, et je suis très content pour elle, et je pense que c'est une bonne chose. Et puis, j'allais dire autre chose, je suis en train de chercher ce que j'allais dire pour conclure. Eh ben, je ne sais plus. Voilà. Oui, pour conclure, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a dégringolé au centre de formation. Donc il y a Sadourian qui s'est fait virer. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais j'en parle là. Sadourian s'est fait virer. Parce qu'à un moment donné, c'est plus possible, et le Racing Club d'Elan, c'est avant-dernier des centres de formation de Ligue 1, c'est une catastrophe. Mais c'est tellement mérité et tellement logique
que bah, malheureusement, voilà, c'est la vie d'un club, mais il va falloir retravailler. Et bon, moi, les bruits que j'ai, c'est que je crois que le directeur de la formation de Caen qui est parti pourrait faire partie de la shortlist des mecs qui pourraient remplacer Assadourian. Je sais plus son nom de famille, mais en tout cas, voilà, c'est l'ancien de Caen qui pourrait quitter le club de Caen et qui l'a d'ailleurs quitté, je crois, et qui pourrait faire partie d'une shortlist de directeur de la formation à Lens. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais je crois qu'il a démissionné, hein. Je crois qu'il a quitté le club de Caen et qui pourrait donc faire partie de ceux qui seraient candidats pour prendre la direction du club enfin, du centre de formation de Lens. Voilà un petit peu pour la conclusion de tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On fera des shorts. S'il y a des infos mercato, je ferai des petits shorts pour vous avertir. Et puis voilà, prochaine vidéo scouting quand il y aura de la matière à faire. Quand il n'y en a pas, on ne fait pas de brodage. Vous connaissez comment ça marche à la maison. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On met la cloche, on s'abonne, on met les notifications. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. N'hésitez pas à partager. Plus on est de fous, plus on rit. Ciao les amis. Salut, bye bye.